la double casquette ingénieur commerce, etc. Autant de sujets qui vont, j'espère, passionner ceux qui nous regardent. Je prends ça comme un jeu, je me dis, voilà, si tu y arrives bien, tu peux gagner beaucoup. Tu aides le trader à développer des algos. Donc du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, pourquoi pas faire une école de commerce précisément pour leverager le côté entrepreneuriat que j'ai depuis le début. Utilisez tous les stages que vous avez à votre disposition dans les écoles de commerce. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parole d'AST dans lequel je reçois aujourd'hui Jérémy. Salut Jérémy. Salut Joachim. Jérémy, il a un profil hyper inspirant, hyper intéressant. Il est diplômé d'une école d'ingénieur, en l'occurrence l'EFRE. Ensuite, il a passé les concours AST, il a intégré le M Lyon et aujourd'hui, il occupe un poste chez Cassib, un poste, il nous dira l'intitulé exact, mais en gros, de finance de marché. Je voulais recevoir Jérémy parce qu'il a un profil vraiment atypique dans les écoles de commerce. Il est méga fort en code, en entrepreneuriat, en finance de marché. Autant de sujets qu'on va évoquer aujourd'hui avec ton avis aussi sur les apports de l'école de commerce, la double casquette ingénieur commerce, etc. Autant de sujets qui vont, j'espère, passionner ceux qui nous regardent. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Jérémy. Donc, j'ai commencé par une école d'ingénieur à l'EFRE. Je dirais que je suis d'abord passionné de code. Donc, j'en fais depuis vraiment que je suis tout petit. J'ai commencé quand j'étais en 6e. Ensuite, j'ai fait pas mal de choses. J'adore toucher à tout. Je dirais que c'est un peu ce qui me représente. Donc, après mon école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce, donc l'EM Lyon. Et aujourd'hui, donc, comme tu le disais, je travaille chez Cassib en ingénieur financier, pour aider des traders, quoi, en gros. Finance de marché, quoi. Finance de marché. Ok. Alors, on va revenir sur ça. Comment on se passionne de code et c'est vraiment quelqu'un qui n'y comprend rien, qui te pose la question. Donc, comment en 6e, tu comprends ce qu'est le code, comment tu t'informes, qui te forme? Alors en fait, je dirais que j'ai été un peu baigné, j'ai eu la chance d'être baigné dans ce milieu-là. À l'époque, c'est mes cousins en fait qui eux ont peut-être 6 ou 10 ans de plus que moi et qui ont été eux-mêmes baignés dans la bulle Internet. Et donc, ils m'ont peut-être transmis cette passion pour le code, en réalité pour l'ordinateur en général, c'est-à-dire que moi quand j'étais petit au collège, peut-être là où mes camarades allaient souvent en soirée, etc., moi j'étais sur l'ordi, puis alors je faisais pas de code à l'époque, mais j'étais... maintenant que je m'en souviens, si je codais à l'époque déjà, mais j'étais en fait tout le temps devant mon ordi. Mes parents en pouvaient plus, ils me disaient mais sors un peu, mais non, moi j'étais vraiment focus là-dessus. T'es le genre de gars qui achète des pièces pour améliorer ton processeur, ton machin et tout, qui fait son propre ordi perso. Même pas tant que ça en réalité. Okay. C'est pas tant que ça la partie matérielle qui m'intéresse, c'est plus ce que tu peux faire avec. En fait, ce qui m'a très vite intéressé avec un ordinateur, quoi, tout simplement, c'est que tu peux créer une entreprise et tu peux gagner beaucoup d'argent sans avoir une usine, en fait, sans avoir de matériaux, sans avoir de matières premières, de fournisseurs, etc. Si tu inventes un concept qui plaît, tu peux inventer tes propres règles, tu peux inventer ton propre jeu, en fait, ta propre plateforme, et puis c'est ça qui m'a passionné, en fait. Et à quel moment tu passes de ok, mes cousins ils me montrent un truc qui est vraiment intéressant, l'ordinateur il y a un côté cool, un peu comme une PlayStation ou un truc comme ça, à ce shift qui consiste à dire je peux gagner de l'argent avec? Je vais pas te mentir, j'ai eu cette fibre business, je crois, pareil, hein, depuis que je suis au collège, vraiment, je pense à... En fait, j'adore le fait, dans l'entrepreneuriat, j'adore le fait de pouvoir, je prends ça comme un jeu en fait. Je prends ça comme un jeu, je me dis, voilà, si tu y arrives bien, tu peux gagner beaucoup. Et puis, l'idée, c'est de créer une plateforme au début, de voir comment ça marche. Au début, quand j'étais au collège, je voulais créer un jeu de gestion. Donc, typiquement, mon cousin avait créé un jeu de gestion qui s'appelait After End, qui mettait en scène la vie après une catastrophe nucléaire, comment est-ce que les gens se reconstruisent, etc. Je voulais faire quelque chose qui était un peu ressemblant. Enfin, je voulais faire un jeu en ligne, en fait. Pas quelque chose en 3D, pas quelque chose en 2D, mais quelque chose où tu gères un peu. Voilà. Genre les Sims, quoi. En gros, ouais, t'as ta ville et tu... Ouais, voilà, exactement. Un truc pour ceux qui connaissent les jeux anciens, là, les Stronghold, les voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, en fait, je me suis passionné de développement web au début. Donc, ça fait peut-être maintenant 15 ans que je fais du développement web. J'ai vu passer beaucoup de technologies. À l'époque, c'était pas du tout les mêmes technos que maintenant. Donc, développement web, parle-nous en langage simple, parce que les gens, peut-être qu'ils sont aussi nuls que moi, j'espère pas pour eux, c'est du site internet en gros. Exactement, ouais. C'est pour créer donc, tu faisais des sites internet pour des gens ? Pas à l'époque, hein, mais oui, j'ai rapidement compris un petit peu ce business. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de sites vitrines à l'époque. Donc, j'ai juste commencé par faire ça, des sites vitrines pour des gens. Et puis, au fur et à mesure, si tu veux, je me suis rendu compte qu'il y avait des technologies qui
pouvait te permettre de faire des applications web, donc des Facebook.com, des Instagram.com, des applications web, donc pas sur ton pas sur ton App Store, c'est vraiment le .com, quoi, le site web. Et puis là, j'ai appris des technos qui permettaient de créer des applications web, quoi. Donc le code, si tu devais le définir en langage simple, est-ce qu'on peut dire que c'est comme une langue étrangère? En gros, c'est une manière de s'exprimer, c'est ça le code? Le code, si tu veux, c'est une manière qu'ont inventé des humains pour parler à la machine. Parce que la machine, elle parle en langage binaire, donc elle parle en langage électrique, en fait. 0-1. Ouais, voilà, 0-1. En fait, c'est potentiel, pas potentiel. Et si tu devais écrire un Instagram en potentiel, pas potentiel, bon courage, tu vois, ça te prendrait, je pense, plusieurs millénaires, j'en sais rien. Donc en fait, le code, ça te permet... Il y a différents types de code. Il y a du code très proche de la machine, l'assembleur, et puis au fur et à mesure, l'assembleur va le transformer en un code qui est un peu moins proche de la machine, le C, mais qui est quand même assez compliqué. Et puis le C va être, le C a permis de construire d'autres langages qui sont beaucoup plus utilisés, que les gens connaissent, enfin que les gens qui sont un peu dans le code connaissent, le JavaScript, voilà, des langages qu'on appelle plus de haut niveau dans le sens où ils sont plus abstraits pour la machine, hein, plus concrets pour nous, mais ils manipulent plus des concepts abstraits, quoi. Ils sont plus humains, en gros. Ouais, ils sont plus humains. Plus tu te rapproches d'un langage humain, plus, c'est ce qu'on a dit, t'es haut, en gros, exactement, si je comprends. haut niveau, absolument. Et plus tu parles comme une machine, et plus t'es bas niveau. C'est ça le ça veut pas dire que t'es d'un bas niveau. Non, il n'y a pas de jugement. Voilà, ok. c'est vraiment... toi, tu t'estimes là, maintenant que tu maîtrises vraiment combien de langages de code? Alors, si ça peut se compter, je sais pas si c'est une question pertinente. Ma formation, elle est... En réalité, je vais te dire, c'est pas tant que ça le nombre de langages que tu maîtrises, mais c'est plus J'y pensais hier en conduisant, c'est vrai que je me suis dit que j'ai une manière de penser d'un codeur. C'est-à-dire, je vais avoir parfois des idées j'ai peut-être tellement été imprégné dans ce milieu-là qu'à force, dès que j'ai un problème, même en entreprise, que ce soit pour moi, ou peut-être j'y reviendrai après, même pour réviser le Taj-Maj, j'ai des solutions de code, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser de manière extrêmement, je dirais, ensembliste. Ouais. C'est-à-dire que je vais tout cadrer dans des petits ensembles, dans des objets, ce qu'on appelle, et puis je vais regarder quelles sont les possibilités à faire avec ces objets, comment les interconnecter, et pour en fait répondre à un besoin, quoi, tout simplement. Et donc, si je me remets à la place du Jérémy qui a genre 12 ans, qui est là t'es un peu un geek en fait, c'est ça, on peut dire, ouais. Donc qui est un peu un geek et qui fait ses codes, ses machins, c'est tout ça, qui se forme avec ses cousins et puis j'imagine aussi sur des tutos, qui comprend très vite qu'il y a un potentiel business derrière ça, qui j'imagine comprend aussi qu'il y en a qui ont des bonnes idées business mais qui savent pas les mettre en technique et donc que tu peux être le parfait complément. Pourquoi X années plus tard t'es en trading finance et t'es pas à la tête d'une boîte tech? Bon, déjà pour être à la tête d'une boîte tech, c'est pas... c'est quand même compliqué d'être à la tête d'une boîte tech dans le sens où, comment te dire, dans la vie, il y a parfois il y a des objectifs divers et variés. Et du coup, voilà, tu peux commencer par monter une entreprise et puis te dire que en fait, il faut à un moment peut-être gagner de l'argent. Donc, tu te dis, c'est vrai que, je vais revenir sur le parcours, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là à ce moment-là. Mais moi, c'est vrai que je me suis passionné il y a quelques années de finance. On peut très bien faire une entreprise en finance. C'est ce que j'ai fait il y a 2-3 ans. Il y a plein de choses à faire en finance. Aujourd'hui, si je suis à Cassib, c'est aussi pour... si tu veux, le monde de la finance de marché, c'est assez carriériste. Donc, c'est bien de rentrer dans une bonne boutique, dans une bonne banque pour commencer une carrière, d'être au contact avec des traders, d'être dans une salle de marché, de ressentir l'ambiance d'une salle de marché et puis de manipuler les produits. Il faut aussi savoir, je pense que c'est important de le noter, que le trading que tu fais, toi, sur Revo, je sais pas si t'es de marque. Mais... Si, on peut. Okay. Finari, Revolut, tout ça. Voilà, donc le trading que tu fais perso, ouais, c'est très différent du trading que tu fais en banque, en fait. Le trading que tu fais en banque, c'est, si tu veux, tu es un peu un intermarché des produits financiers. Le trader en banque, il n'est pas censé prendre de position qu'on appelle directionnelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire, là, je pense que ce truc-là, il va monter, donc j'achète. Non. Okay, le trader, en fait, il achète plein de choses. Donc, il est long plein de choses, et puis il est short plein de choses, donc il vend plein de choses, pour pouvoir, en fait, offrir aux gens qui veulent rapidement un produit. Donc, c'est-à-dire, c'est un marchand. Ouais, exactement. Donc, je sais pas, moi, imagine tu veux des tomates pour faire je ne sais quelle salade. Tu vas pas aller voir le fermier pour lui demander ses tomates. Puis tu vas pas appeler 10 000 fermiers pour voir quelle est la tomate la moins chère. Non, tu vas à Intermarché acheter tes tomates. Là, c'est pareil en fait. Les institutionnels, c'est-à-dire ceux qui trônent sur des montagnes de cash, ils ont besoin d'acheter des produits eux pour placer de l'argent des clients.
et puis ils vont pas appeler la France, par exemple, s'ils vont acheter de la dette française, ils vont appeler la banque, et puis ils vont acheter de la dette française à la banque. Mais le trader, du coup, bon, alors là, on anticipe un peu sur la suite, mais c'est hyper passionnant. Mais le trader, si je reprends ton exemple de la tomate, si je commence à comprendre que les gens n'aiment plus la tomate, bah du coup je vais en acheter moins. Absolument. Donc en fait le métier de trader il doit quand même, tu dis il doit pas se positionner sur ça va monter, ça va baisser et tout, mais il n'empêche qu'il doit quand même saisir les tendances. Évidemment. Pour pas se retrouver avec du stock de tomates qui va pourrir. Alors quoi. évidemment il doit comprendre les tendances. En fait si tu veux il a pas le droit, enfin il n'a pas le droit. C'est pas un hedge fund. En fait, une banque, c'est pas un hedge fund. C'est-à-dire qu'il peut pas vraiment, dans son métier, prendre de position vraiment directionnelle. Il n'a pas le droit de prendre une position et puis de pas se hedger. Ce qu'on appelle se hedger, ça veut dire prendre une position et ne pas prendre la position qui va lui couvrir son risque. En fait, un trader en banque, il est ce qu'on appelle market maker. Ça veut dire qu'il va fournir le marché en liquidité. Market maker. Maker, il va créer le marché. Donc il va fournir le marché en liquidité comme l'Intermarché achèterait plein de tomates et fournirait le marché des tomates en tomates auprès des clients, des gens comme toi et moi qui achèteraient des tomates. Bon, on va citer Leclerc. Voilà. Et Auchan, comme ça, on n'a pas de problème. Donc voilà, donc c'est ça market maker en fait. Okay. Et au final, le trader en banque, il prend son... Parce que moi, la question qui m'est venue immédiatement dans mon stage, c'est comment tu fais ton argent si tu prends pas de position, si tu sais pas si le truc va monter ou pas. En fait, tu prends ton argent sur le bid offer. Donc c'est-à-dire tu achètes tes tomates puis tu les revends un peu plus cher. T'es commerçant quoi en gros. Ouais, voilà, t'es commerçant. Et toi, concrètement, t'es pas trader, tu aides le trader à développer des algos. Alors, des algos, mais aussi des solutions qui vont leur permettre de trader. Donc, quand tu es dans une banque, en fait, tu reçois ce qu'on appelle des requests for quotation, des RFQ. Et en fait, c'est des gens qui vont te dire coucou, ta tomate, c'est quoi? Alors, moi, je suis en fixed income, donc c'est de la dette. Fixed income, c'est de la dette. Donc, il y a de la dette française, de la dette grecque, de la dette argentine. Les dettes, elles ont plusieurs risques. T'es en dette souveraine, t'es en dette des États. Exactement, ce qu'on appelle en rates. Okay. Alors, il y a la dette des entreprises. Faut parler anglais dans ton métier, là. Ouais, quand même, pas mal, en effet. Ouais. Mais alors, donc, il y a de la dette, en fait, des États. Ouais, toi, t'es en dette des États ou t'es en dette des entreprises? Dette des États, okay. Et la dette des entreprises, c'est ce qu'on appelle le crédit. Okay. Le domaine du crédit, c'est un autre. Okay. Donc, toi, t'es sur la dette des États. Donc, restons focus sur ça. Ouais. Donc, en gros, t'as des gens qui t'envoient des requests. Ouais. Pour te poser des questions sur ce que tu as en stock. En gros, elles sont comment tes tomates. Ouais, exactement. Elles sont comment tes tomates. Est-ce qu'elles sont risquées? Est-ce que tu aurais, par exemple, je sais pas moi, si je te demande de la dette argentine, l'Argentine a fait défaut 7 fois dans son histoire. Donc, si tu veux, pour compenser le fait que tu as peur que l'Argentine ne te rembourse pas, tu dois demander à l'Argentine un taux d'intérêt un peu plus élevé que si tu demandais à la France ou à l'Allemagne. Voilà, exactement. Ok, donc ça, c'est passionnant. On va refaire un peu la chronologie, comme ça on comprend. Effectivement, on est loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mindset, parce que ce que je veux dans ce podcast, c'est vraiment qu'on donne des billes à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être sur des sujets d'orientation et tout, de se dire, ok, en fait, j'ai commencé, je pensais que je voulais faire ça, finalement, je fais complètement autre chose, mais ça se trouve, dans 2 ans, on va refaire le même podcast et tu fais encore autre chose. Donc, c'est ça qui vraiment me travaille, c'est le côté de savoir l'étendue des possibles quand tu as 18, 20, 22 ans. Donc, on se remet à la place du Jérémy qui fait du code. J'ai envie de dire que les frais, donc c'est une école d'informatique, c'est la suite logique du parcours à ce moment-là. Exact. C'est-à-dire que quand j'étais à la fin du lycée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie au final? Comme beaucoup qui se retrouvent à la fin du lycée. Et puis, je me suis dit, de quoi je suis passionné depuis que je suis gosse? De l'informatique. Donc, je vais faire une école d'informatique. À l'époque, c'est vrai que j'avais pas non plus une vision extrêmement large. En fait, quand tu fais une prépa et quand tu rentres dans une école post-prépa, tu peux aussi tout à fait faire de l'informatique. Mais moi, j'étais vraiment passionné de ça, donc je voulais vraiment rentrer dans des détails peut-être techniques pour apprendre vraiment une large variété de codes et être vraiment spécialiste en software. En fait, pour être clair, t'es meilleur technicien en faisant ça. Et peut-être tu as moins vocation, en tout cas à court terme, à avoir une formation généraliste dans laquelle tu te spécialises en code. Toi, tu n'as fait que du code, c'est ça ou c'est faux? Non, quand même pas. Voire vraiment pas. En fait, je ne suis pas rentré dans une école style 42 où tu fais vraiment que du code. C'est quand même une école d'ingénieur, donc évidemment, tu as un programme de maths, de physique, etc. Mais si tu veux, le marketing de l'EFRAY à l'époque, donc l'école que j'ai fait, c'était quand même une école d'informatique. Mais c'est vrai que de nos jours, je te parle il y a 10 ans quand même, de nos jours, c'est quand même une école, ça se veut généraliste, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque,
Et puis en plus, si tu veux, moi, si j'ai fait les frais aussi, c'est parce que Mathieu Nebra, qui est la personne qui a créé à l'époque le site du zéro, qui était, tu me disais, des tutoriels sur lesquels j'ai appris à coder. Ça a parlé à beaucoup de gens, je pense, qui ont fait du code depuis longtemps, le site du zéro. Donc Mathieu Nebra a fait cette école et puis il en parlait un peu dans ses tutoriels, du coup. Okay. Et moi, je considérais ça, du coup, comme un peu l'école de référence à Paris en informatique. C'était ton modèle, ce gars. Enfin, alors moi, tu me parles d'un gars dont comment te dire que le mec a créé un site, il transférait sa passion pour des langages divers et variés. Moi, c'est vrai que j'ai appris pas mal de langages sur ce site du zéro à l'époque, donc ouais, et puis il l'apprenait de manière très pédagogique, et je pense, on me l'a souvent dit, cette fibre un peu pédagogique, moi-même en école d'ingénieur, j'ai essayé de transmettre cette passion pour le code, et puis même d'aider mes potes. Tu peux prendre quelqu'un qui est complètement nul en code, comme moi, et commencer à lui apprendre des bases, c'est possible? Ah oui, tout. Ou à un moment, si t'as pas baigné dedans depuis que t'as 8 ans, c'est perdu, quoi. Non, pas du tout. Là, en 2 semaines, si tu veux, ça m'intéresse. Tu peux commencer on en reparle après. Donc, du coup, t'es à l'Effray. La suite logique de l'Effray, ils font quoi, les gars qui sortent de l'Effray, concrètement? Les gars qui sortent de l'Effray, bah écoute, il y a énormément de possibilités. Ça dépend de la majeure que tu prends, en fait. De la majeure, de la spécialité que tu prends. Tu peux, en software, par exemple, tu peux typiquement devenir software développeur, software ingénieur, donc créer des solutions, créer des applications pour des entreprises. Tu peux être consultant, il y en a beaucoup qui font consultant. Toi, t'as pris quoi comme majeur? Alors moi, j'ai pris Financial Engineering, donc IT for Finance. Okay. Donc en fait, c'est vraiment concentré sur la finance, mais je dirais sur l'IT for Finance. C'est vraiment le nom de la majeure. Donc c'est comment concevoir en fait c'est un peu vague ce que je veux dire, mais comment concevoir des logiciels de trading, quoi. Ok. Donc du coup, tu as déjà cette fibre un peu finance. En fait, très vite, tu as ta double fibre finance et IT qui se concrétise. Voilà. Là où d'autres vont plus avoir IT et faire des apps ou des trucs qui sont un peu différents. Toi, très vite, tu comprends qu'il y a un potentiel en finance. Moi, ça fait longtemps que j'aime la finance, honnêtement. Enfin, c'est pas depuis que je suis petit, mais voilà, j'aime beaucoup le côté... j'ai commencé comme ça, voilà, j'aime beaucoup le côté adrénaline, t'arrives sur des stocks, tu mets ton argent et puis tu regardes où ça va. Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, quoi. Tu dois aimer la crypto, j'imagine. Oui, oui, en effet, oui, j'ai pas mal d'argent en crypto. Ok, mais du coup, c'est quoi? T'es vraiment le gars qui connaît toutes les cryptos, ou alors t'as juste vu une tendance, comme moi, chaque année, je me dis, putain, si j'avais investi sur le Bitcoin l'année dernière... Ouais, très bonne question. Et dis-toi un truc, c'est qu'en école d'ingénieur... Sans prétention, on était quand même baigné dans le milieu du Bitcoin et de l'Ethereum et compagnie depuis, en fait, avant que ce soit mainstream, quoi. Enfin, moi, je me souviens, en 2016-2017, il y a des mecs dans mon école qui me disaient, mais franchement, investissez là-dessus. Je me souviens de mon prof d'anglais. À chaque fois qu'on arrivait en anglais, il nous disait, mais si vous avez un truc sur lequel investir, c'est sur du Bitcoin, mettez tout votre argent dessus. Et moi-même, je me souviens qu'après ces cours d'anglais, je rentrais chez moi, je me disais, il faudrait quand même que je mette mon argent là-dessus. Puis là, je me disais, mais comment on met son argent en fait? C'était compliqué à l'époque. Il n'y avait pas d'exchange, il y avait pas de, c'était pas aussi simple que maintenant. Enfin, je dis simple, mais même maintenant, ça peut faire peur entre le côté je veux investir en Bitcoin et le côté bah voilà je le fais effectivement. Mais alors j'imagine quand on parle de quoi là? On parle de 2015, enfin à peu près il y a 10 ans. Il y a non pas 2015, de 2016, 2017. Ouais bon voilà. 2016, mais du coup tu es à une période où le Bitcoin il est pas du tout aussi mainstream qu'aujourd'hui. Et ton prof il avait déjà en plus un prof d'anglais. C'est marrant. Ouais. Le gars, il avait déjà ses petits conseils en mode investissez là-dessus, quoi. Je sais pas ce qu'il est devenu ce prof d'anglais, mais à mon avis, il est plus prof d'anglais. Hein. S'il nous regarde des Bahamas ou de Thaïlande. Exactement. Voilà. Ok. Donc, du coup, très vite, tu as cet attrait pour la finance. Et parallèlement, tu montes des boîtes. Tu gardes cet aspect entrepreneur que tu avais depuis. Clairement, ouais. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu envie, comme je t'ai dit, en fait, de monter une plateforme, de monter un jeu. Et puis c'était l'avènement, quand je suis arrivé à l'Effray, c'était l'avènement des applis de rencontre. Donc Tinder est sorti, il me semble, peut-être 2 ans ou 3 ans après que je sois rentré à l'Effray, donc dans les années 2015-2016. Et là, je me suis dit, il y a tellement de choses à faire. Parce que bon, Tinder, au final, c'est un concept. Hein. Je veux dire, tu swipes à gauche, tu swipes à droite. Mais il y a plein de choses à faire. À l'époque, il n'y avait pas la multitude d'applis de rencontre qu'il y a aujourd'hui. Et moi, à l'époque, j'avais pensé à un système où tu as un match par jour. Alors, ça existe déjà, ça s'appelle Once. Mais moi, j'avais pensé à ce système-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'avais fait à l'Effray un système qui permettait de matcher en gros, tu as plein de couples possibles et tu matches les couples de manière à ce que la somme des poids sur chaque couple soit maximale. Donc en fait, pour te la faire simple, ça perdu là.
En gros, pour te la faire simple, c'est avoir les meilleurs couples possibles. Okay, donc, tu as un ensemble de couples et tu vas avoir les meilleurs couples possibles. Et je me suis dit, pourquoi pas leverager ça en créant une appli de rencontre. Et alors, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Ça s'appelait Stunset. Et en fait, c'était simple. Tu mettais de 0 à 5 étoiles sur un profil. Et en fait, l'appli, donc à minuit tous les jours, te computait ton meilleur match. C'était l'idée de l'algorithme, en fait. C'est pour ça que j'ai créé l'appli de rencontre à la base. Donc, ça te compute la meilleure possibilité que tu puisses avoir compte tenu des cœurs, donc c'était des cœurs, que tu as envoyés ou que tu as reçus. Je veux pas non plus rentrer dans le Black Mirror, genre t'envoies des étoiles aux gens. Hein. C'est juste, voilà. Ce qui est sympa dans ce que tu dis, c'est que du coup, t'es pas dans le oui ou non, qui est un peu radical, j'imagine, d'un Tinder ou d'un autre. T'es dans du oui mais, du oui plus, etc. Absolument. Et donc, tu apportes une vision différente. Et du coup, ce truc-là, tu l'as fait. Ouais. T'as eu des users? Oui, à un moment, il y en a eu même pas mal. Mais moi, le problème, c'était que au final, j'ai pas continué ça. Enfin, j'ai peut-être fait ça pendant 2 ou 3 ans. Et il y avait quand même pas mal de users. Il y en avait peut-être au maximum, il y en avait 10 000. Mais malheureusement, c'était pas rentable en fait. C'est-à-dire que quand tu crées une marketplace, il faut beaucoup d'investissement dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'une marketplace, c'est pas comme tu vends un bracelet par exemple, ou tu vends des objets. Quand tu vends un objet, la personne, l'acheteur, il va acheter ton objet et puis c'est tout en fait. Il n'a pas besoin qu'il y ait du monde qui achète ton objet pour que ton objet ait de la valeur. T'as eu 10 000 utilisateurs au pic ? Exactement. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais bon, après, attention, c'est pas non plus des utilisateurs qui étaient actifs tous les jours. C'est des gens qui sont arrivés. Qui ont au moins téléchargé l'appli. Voilà, qui ont téléchargé l'appli. 2-3 once, quoi. Exactement. Ouais. Enfin, 2-3 à minuit, et ils ont fait 2-3 trucs. Et ouais, exact. Okay. Après, intéressant. Après, ce que je me rendais compte honnêtement, c'est que vu que c'était pas une appli qui était faite pour que tu restes dessus, c'est pas comme Tinder où voilà, t'envoies, t'avais un nombre de cœurs en fait max, genre t'avais je sais plus genre 200 cœurs et tu mettais tes cœurs par parcimonie aux personnes que tu trouvais les plus attrayantes, dont ton profil t'attirait le plus. Et donc du coup, c'est une appli où tu restais 2 minutes par jour et t'avais ton match à minuit. Donc c'est pas une appli où les gens, c'était pas fait pour que tu restes longtemps. Du coup, moi je trouve que là tu touches du doigt un truc qui est vraiment trop intéressant, c'est que parfois t'as des gens, ou même moi, ça m'arrive de dire bah putain, il a eu l'idée avant, tu vois. Et en fait, est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'idée c'est une chose, mais en fait la mise en application de l'idée c'est 10 fois pire. C'est-à-dire que l'idée comme tu dis, de Tinder ou de plein d'autres applis qui sont en fait des applis assez simples techniquement entre guillemets, mais derrière l'exécution, non t'es pas d'accord, l'exécution elle est méga dure. Ouais, en fait simple, c'est vrai que quand t'as une vision de dev, tu peux pas, enfin même quand tu regardes Instagram, tu peux te dire ouais c'est simple à la limite, tu vois, mais en fait c'est quand même très compliqué parce que ouais, comme tu dis, d'un point de vue conception, c'est très compliqué à faire. Non, ce que je veux te dire par là, c'est que tu as l'idée, et souvent on associe l'entrepreneuriat à une idée, et en fait on oublie toute la partie derrière qui est l'exécution de l'idée. Et en fait, bah, ok, ton appli, elle peut être la meilleure, tu peux avoir la meilleure interface, etc. Derrière, il faut de l'argent, il faut du marketing, il faut des développeurs pour maintenir l'appli, il faut monétiser. Et là, tu touches vraiment du doigt le fait que toi, tu as une appli qui a trouvé son public, mais malheureusement que tu n'as pas pu continuer parce que bah, tu gagnais pas ta vie avec. Parce que je gagnais pas ma vie avec, si tu veux faire une appli, exactement. Et puis moi-même, en tant que codeur, moi j'ai toujours été dans le délire où vas-y, genre j'ai une idée, boum, j'ai un côté hyperactif, voilà, j'ai une idée, boum, je rentre dans le code immédiatement. Et je fais pas de Figma, je fais pas de maquette, je fais rien du tout. Genre juste je rentre dans le code, je code mon truc, j'ai ma chambre, je mets les volets, je regarde plus, je parle plus à personne, et on me trouve plus pendant 6 mois et voilà. Et en fait, c'est peut-être l'erreur que j'ai fait au final. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses en fait. Il faut peut-être. C'est marrant parce que moi j'ai le côté où je me mets à fond dans l'implémentation, mais peut-être moins sur la partie business. Je prends moins en compte ce que veulent au final les utilisateurs. Et c'est peut-être ce qui a fait mon erreur à l'époque, dans le sens où en fait un match par jour c'est bien, mais les gens en fait ils arrivent à minuit, ils voient que le match qu'ils ont eu, bah, peut-être qu'il parle pas, parce que peut-être qu'il a téléchargé l'appli, mais qu'au final il est pas dessus. Et le truc, c'est que sur les applications classiques, genre Tinder, c'est pas grave, il y a un match qui parle pas, tu parles à un autre match. Mais là, si ton match ne parle pas, tu peux plus parler pendant 24 heures. Donc c'est vrai que ça peut rapidement saouler. Et peut-être l'erreur que j'ai fait, c'est au final rentrer vite dans le code, parce que j'avais mon idée, j'étais à fond, je me suis dit, vas-y, je veux faire ça, je veux essayer, nanana. Et en réalité, peut-être que j'aurais dû plus me focus sur ce que voulaient vraiment les utilisateurs. Par exemple, j'aurais pu faire quelque chose d'hybride, avoir 3 matchs. Voilà, les 3 meilleurs matchs. 3 matchs gratuits, et puis si tu veux avoir 10 matchs, tu payes un petit forfait, etc. Voilà. Et commencer à monétiser le truc. Mais en fait, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que
t'étais pas passionné du marché de la rencontre. En fait, toi, tu vois plutôt l'opportunité, entre guillemets, tech, et derrière, hop, tu te lances, et ça veut dire que derrière, tu peux faire un projet sur le bâtiment, un projet sur ceci, cela. Ouais. C'est ça qui est ouf, en fait. Moi, j'adore, c'est vrai que j'adore coder, en fait, hein, comme je t'ai dit depuis le début. Et peut-être c'est un peu ça le problème, parce que c'est vrai que j'ai moins d'attrait sur est-ce que les gens vont kiffer. Ouais, c'est ça. Et donc, j'aime trop rentrer direct dans le truc. Toi, t'aimes le produit, en fait. Ah, j'aime le produit, ouais. Tech. Ah ouais, je veux voir le produit. Je le veux dans mes mains, je veux le toucher, je veux cliquer sur des boutons, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça, je sais pas, une belle interface où tu peux cliquer. Et puis, quand tu connais tout ce qu'il y a derrière, aussi la stack technique. Est-ce qu'il y a des applis, alors la question est peut-être con, où tu te dis, putain, les gars, ils ont fait vraiment du bon boulot. Bien sûr. C'est quoi les applis, entre guillemets, où vraiment t'as une forme d'admiration pour ce qu'ils ont fait? Revolut. Revolut? Ah ouais, Revolut, ouais. Okay. Magnifique. Enfin, déjà d'un point de vue UI, magnifique. Ouais. Et puis, même d'un point de vue tech, ils ont... C'est fort, quoi, ce qu'ils font. C'est fort, enfin, c'est fort. Et si tu veux, ils ont carrément un forum de développeurs, et je regarde un petit peu, et la manière dont ils codent est très bien foutue. Okay. Moi-même, j'ai travaillé pour une appli qui s'appelle You en Suisse, donc qui est l'équivalent Revolut en Suisse, quoi, exactement. Et c'est peut-être là-bas que j'ai vraiment appris à coder de manière industrielle. Avant, je codais un peu n'importe comment. Enfin, il faut savoir que quand tu codes, en fait, y a beaucoup de gens qui rentrent dans le code. Et voilà, c'est vrai que c'est facile au final d'apprendre à coder. En un an, peut-être un an ou deux, tu peux apprendre à bien coder. Mais c'est vrai que là où je pense ce qui va faire la différence entre un mec qui code depuis peut-être vraiment 10 ans, c'est que tu as l'esprit en fait matrixé par le code. Et donc, du coup, tu peux classifier tes choses, en fait. Tu peux, sans rentrer dans le détail, tu peux très très bien organiser tes choses de manière à ce que si ton projet scale up, tu vas pouvoir ne pas revenir dessus. Okay. Là où parfois tu as des gars qui peut-être font un peu du bidouillage, et après tu te rends compte que dès que tu veux changer une feature, tu dois en fait tout refaire parce que ça a un peu été fait un peu vite fait. Exactement, mal c'est ce qu'on appelle la dette technique. Okay. C'est-à-dire que tu peux coder ce que tu veux en même 6 mois. Avec ChatGPT, tu peux lui demander de coder ce que tu veux. Mais si tu codes un peu n'importe comment, si ton projet scale up, tu vas devoir en fait tout recommencer. Tu soulèves un bon point, l'intelligence artificielle là-dedans. Ça t'aide, ça te... Ouais. Ok. Ouais, ChatGPT, c'est... Faut savoir lui parler, en fait, à ChatGPT. Faut savoir lui parler. Faut être gentil avec lui. Faut être gentil avec lui. Mais ouais, moi, ça m'aide énormément. Okay. En code, en fait, ça t'aide à faire des trucs rébarbatifs, tout simplement. Genre vérifier, par exemple? Je sais pas ce que tu appelles vérifier, mais en gros faire des tests automatiques. Envoyer des tests, moi j'avais vu ça, que vraiment s'il y a un attrait de ChatGPT pour le code, c'est que normalement ça prenait beaucoup de temps d'envoyer plein de tests et que lui il te les envoie tous après. Ah oui, absolument. Après il faut vérifier que les tests qu'il t'envoie sont les bons aussi. Okay. Donc typique, faut faire gaffe quand même. Sur une appli critique, tu ferais pas ça à Thales dans le domaine militaire. Mais effectivement, ça peut t'écrire automatiquement tes tests automatiques, ça peut te faire moi, j'ai essayé hier la version O1, O1 Preview, là, qui utilise de nouveaux modèles qui sont pas statistiques, mais qui sont par reinforcement learning, ce qu'on appelle. Donc, c'est comme en fait, reinforcement learning, c'est ouf, sans rentrer dans le détail. Je sais pas si tu veux rentrer dans le détail. C'est trop intéressant. Vas-y. En fait, reinforcement learning, si tu veux, c'est un type d'AI qui va pas être statistique, qui va être au reward. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve ouf là-dedans, c'est que en fait, c'est un peu la manière dont nous, en tant qu'humains, on a commencé à évoluer à la période préhistorique. Voilà, notre reward, c'était de manger, c'était de survivre. Donc, il fallait rencontrer d'autres humains pour, je sais pas, pour s'associer et faire un clan. Pareil, une IA par reinforcement learning, si tu veux, elle a un reward. Son reward son reward, tu vas pouvoir programmer un reward positif si elle a répondu correctement ou j'en sais rien. Et en fait, elle va modifier ses biais, ses paramètres internes, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour de telle sorte que son reward soit maximal. Comme un animal à qui tu donnes une croquette, quoi. Ouais, en fait, comme nous. Ouais, exact. Non, mais c'est exactement ça. C'est dingue. Ok. Donc là, t'as quoi? T'as 22 ans. À peu près, t'es sorti des frais, fin des frais, quoi, grosso modo. Ouais. Et là, tu pourrais très bien entrer dans le monde du travail. À quel moment, et c'est intéressant aussi en termes d'orientation, à quel moment tu commences à entendre parler des écoles de commerce par la voie des admissions parallèles? À quel moment tu te dis que c'est fait pour toi? Et raconte-nous un peu le process. Et tu parlais tout à l'heure du Taj-Maj et tout. Ouais, alors fait pour moi, c'est un grand mot, mais forcément, j'arrive dans ce milieu. Moi, je me dis que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai toujours ce côté business. Donc, voilà, moi, je suis sorti d'école de commerce, je suis sorti d'école d'ingénieur, j'ai fait un stage en conseil. Pour être tout à fait honnête, ça m'a pas tant que ça plu.
Donc du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, pourquoi pas faire une école de commerce précisément pour leverager le côté entrepreneuriat que j'ai depuis le début. Donc c'est là où j'entends parler des écoles d'admission parallèle. Exactement. Ouais. Donc c'est là où je commence à du coup travailler le Taj-Maj, le TOEIC et compagnie. Et du coup, c'est là où effectivement je te rencontre. J'ai par ailleurs, c'est assez marrant parce que sur il y a certaines épreuves où j'ai pu mettre aussi à profit des compétences de code. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai pu, par exemple typique l'épreuve de logique. Je sais pas si ceux qui nous écoutent sont au courant des épreuves du Taj-Mahal, mais voilà, t'as une épreuve de logique, et dans cette épreuve de logique là, en fait, il en faut plein, il faut en faire plein pour avoir pour commencer à avoir la fibre. Et le truc, c'est que quand on bosse sur tes livres, t'as pas envie en fait de flinguer un Taj-Mahal entier, un Taj-Mahal blanc entier, que pour t'entraîner sur une série, exactement. Donc toi, t'arrivais à générer des séries automatiques, ouais, exactement. Donc j'avais généré des séries automatiques parce qu'à la base, franchement, j'étais nul là-dessus. J'avais 20 sur 60. Je me disais, je vais jamais y arriver à ce truc-là. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris en fait toutes tes fiches. Je me suis dit, ok, il y a les colonnes, il y a les lignes, il y a les diagonales, il y a les carrés ou je sais pas quoi. Et puis en fait, j'ai rentré ça dans un code. Et le truc généré automatiquement. J'ai fait ça sous la forme d'un jeu. Donc j'essayais de remplir la logique le plus vite possible. Et puis j'avais une petite barre qui avançait au fur et à mesure que j'en remplissais beaucoup dans un laps de temps. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que chaque problème de ta vie, en fait, tu essaies de le coder et de l'automatiser. Ouais, c'est un mindset, en fait. Ouais, ah oui, c'est un mindset. Ouais. C'est tout. Okay. Alors, vraiment, et peut-être même dans mes rôles, même sur des problèmes dont normalement tu devrais pas sortir du code, quoi. Et du coup, donc là, tu prépares ton Taj-Maj, ton TOEIC, tes concours se passent bien puisque du coup, tu es admis à quoi? À l'EM Lyon et l'EDEC. Exactement. C'est ça? Ouais. Donc, super bon succès. Et là, je me souviens de nos discussions à ce moment-là. Toi, tu vas plus sur l'EM Lyon parce qu'à ce moment-là, tu es plus dans un mindset entrepreneur et que l'EM Lyon, encore aujourd'hui, mais beaucoup à ce moment-là, se market comme l'école de l'entrepreneuriat. Exactement. C'est vrai que j'avais le choix. En fait, j'avais l'EDEC, qui était, dont le marketing en tout cas laissait entendre que c'était vraiment fait pour une carrière en finance de marché. J'aimais bien la finance de marché à l'époque, mais je me suis dit que il y avait un incubateur à l'EM, etc. J'avais envie de profiter de l'EM quand même. Et puis je vais pas te mentir, elle était mieux classée aussi. Ouais, c'est ça. En fait, tu étais un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que tu avais un peu une dominante entrepreneuriat qui naturellement te faisait plus aller vers l'EM et une deuxième dominante finance qui t'aurait plus fait aller vers EDEC. Et du coup, tu as choisi, entre guillemets, à l'époque, l'EM Lyon était 4e, tu as choisi l'EM Lyon, quoi. Tout simplement. Okay. Donc, tu arrives à l'EM Lyon, tu es toujours avec tes projets d'entrepreneuriat sur le côté, tu as toujours ton côté finance. Est-ce que, du coup, tu conseillerais à ceux qui nous regardent que c'est une bonne complémentarité, cette ingé commerce, ou est-ce qu'en fait, finalement, ce que tu fais, tu aurais pu le faire sans passer par une école? Enfin, c'est quoi ton mindset, là? Ouais, je vais te dire. Alors, en fait, je pense que tu peux devenir entrepreneur sans passer par une école de commerce. Voilà. C'est peut-être que il y a des gens qui vont te dire non, mais oui, en fait, tu peux, mais l'école de commerce va te permettre, pas tant que ça dans ses cours, mais plus dans les gens que tu vas rencontrer, d'élargir de manière colossale ton réseau. Tu vas rencontrer énormément de monde, de milieux divers et variés, parce qu'en fait, dans les AST qui arrivent, en fait, ils viennent de plein de backgrounds différents. Là où en ingénieur, tu parles au final qu'à des gens qui ont fait du code ou des gens qui sont quand même assez techniques. Donc du coup, en fait, cette ouverture, moi, c'est ça au final c'est, je dirais, ce que m'a apporté l'EM Lyon. C'est pas tant que ça le cours de business plan, parce que le cours de business plan, honnêtement, tu l'as sur Internet. Il y a énormément de cours sur Internet, etc. Moi, dans ma vision, c'est vraiment le réseau que ça t'apporte. Le réseau, l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est aussi un petit changement de mindset qui peut-être toi te fait du bien au sens où tu avais un côté très technique, produit, ne pas aller voir tes clients et tout, et soit de comprendre que c'est une dominante, c'est une facette importante, et donc de t'ouvrir un peu, soit de comprendre que t'es pas fait pour ça, et de t'associer à un profil qui est plus fait pour ça. Et c'est pour ça que dans les boîtes, t'as souvent des profils plus tech qui s'associent à des profils plus commerce, en fait. Exact. En fait, je dirais, oui, clairement, tu peux t'associer avec les gens que tu rencontres, mais aussi trouver moi, c'est surtout là où, c'est surtout ce que ça m'a apporté, c'est trouver des idées, en fait. C'est-à-dire que tu rencontres des business, des gens en droit, des gens dans marketing, etc. Et puis tu te rends compte qu'ils ont des problèmes.
Et puis tu te dis, bah, en fait, ces gens-là, je pourrais leur améliorer leur vie en faisant telle ou telle solution. Et c'est ça, en fait, au final, que ça m'a apporté. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. Essayer tu sais, quand t'es baigné dans un truc depuis que t'es gosse, t'as vraiment une... Je me suis rendu compte quand je suis rentré en école de commerce, t'es dans un carcan, quoi. Tu vois les choses d'une certaine manière. Là où d'autres voient les choses d'une autre manière. Et puis, tout simplement, en fait, c'est le fait de rencontrer ces gens-là qui m'a permis de m'ouvrir, de rencontrer des clients potentiels, de rencontrer des visions. Alors, c'est pas avec quelqu'un en école de commerce que je me suis associé pour créer un gros projet que j'ai fait en algo trading, donc sur de la crypto. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'était... Tu m'as pas dit ça. Alors, je sais pas si on peut bifurquer là-dessus. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Bah ouais, alors en fait, à l'EM, moi j'ai fait une année donc, de césure, entre guillemets, où je suis allé bosser en Suisse, dans une banque suisse, donc là où je te disais... Ah oui, le concurrent de Revolut, quoi, exactement, en gros, ouais, voilà, exactement. Et là-bas, j'ai rencontré... donc je faisais des interfaces en gros de finance pour les investisseurs. Et j'ai rencontré là-bas un trader. Et cette personne-là, en fait, m'a dit ok, moi, regarde, j'ai un algo de trading. En fait, j'y pense, mais normalement, c'est vrai qu'un trader n'est pas censé traiter. Mais lui, il me semble qu'il avait des autorisations. Mais bref, peu importe. On tournera pas ça. Ouais, passons. Non, donc j'ai rencontré ce trader. En fait, il m'a dit ok, j'ai un algo qui pourrait être sympa sur les cryptos, mais je sais pas comment l'implémenter. Donc, il avait certainement des bases de code, mais il voulait quelqu'un de vraiment solide pour... Parce que tu sais, quand tu crées un algo de trading, il faut envoyer des ordres. C'est quand même assez compliqué. Et puis, tu joues avec ton argent, donc il faut piloter toutes les erreurs possibles. Si l'exchange, donc si la plateforme te renvoie ton ordre n'est pas passé, il faut savoir quoi faire, etc. Donc, c'est là où on s'est associés. Et puis, pendant, je dirais, 1 an et demi, on a conçu cet algo de trading sur des cryptos, donc sur ce qu'on appelle de l'arbitrage statistique. L'arbitrage statistique, c'est en fait une stratégie où, globalement, pour te la faire simple, tu vas regarder différents assets, différents produits, et puis tu vas dire, est-ce que celui-là est sous-évalué par rapport à l'autre? Et puis tu vas prendre une position dès que tu vois une sous-évaluation. Dès que tu te dis, je sais pas, telle tomate, elle est un peu pourrie par rapport à l'autre, mais elle est normalement basse. Mais elle est pas si pourrie que ça. Eh ben, tu vas l'acheter. Parce que, voilà, par rapport à son prix, eh ben, ça vaut peut-être le coup. Mais si toi, tu vois qu'elle est anormalement basse, un autre va le voir aussi. Enfin, ce que tu dis, ça paraît être logique. Ça paraît logique, sauf que quand tu fais de l'algo, en fait, c'est pas toi qui le vois, c'est l'algo. Donc, tu vas plus vite que tous les humains. C'est ça qui est bien. Alors après, faut pas non plus généraliser. C'est peut-être l'erreur que j'ai fait au début. C'est-à-dire que l'algo, il va faire beaucoup de stats. Il va regarder les prix historiques. Et puis, il va te dire, via des modèles que certains qui ont fait de l'ingénierie financière ou connaissent, des modèles économétriques, co-intégration et compagnie. Mais si tu veux vraiment choper des pépites, il faut quand même faire un travail humain, je dirais. C'est-à-dire aller voir sur Twitter quelle est la petite pépite, quelle est la petite crypto qui sort, etc. Mais quand tu fais de l'arbitrage statistique, tu es obligé d'aller voir le prix ancien, d'analyser les prix historiques et de voir en fait, est-ce qu'il n'y a pas une crypto par rapport à une autre dont régulièrement la différence est mean reverting, va revert vers une même moyenne, tout simplement. Hyper intéressant. Et ça, ouais. c'est ton argent perso? Oui, j'ai fait ça sur mon argent perso. Donc ça veut dire que tu rencontres un gars, tu montes une boîte avec lui, mais du coup... On n'a pas vraiment de boîte. Enfin, je veux dire, tu t'associes avec lui, pour être clair. Et ce que tu viens de me dire là, ça peut m'intéresser aussi. Ça peut intéresser ceux qui nous regardent, qui disent « Ah bah, je voudrais placer de l'argent et tout ». Pourquoi? J'ai l'impression, sans aucun jugement de valeur, mais que, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est lancer le produit. Et après, j'ai un peu l'impression que ça t'a saoulé, tu vois. Je sais pas si je résume bien, mais en fait, une fois que le produit est lancé, c'est là que ça commence, tu vois. C'est maintenant, on va trouver des clients. Tu leur dis, voilà, moi j'ai placé tant, j'ai regagné tant, ma méthode elle marche. Par contre, maintenant, si tu viens placer 100 000 euros, toi tu peux toucher tant. Et c'est là où tu peux créer un fonds d'investissement. Enfin, j'en sais rien, tu vois. J'ai l'impression que tu t'arrêtes dès que ça marche, en fait. Tu touches un tabou. Un tabou personnel. Okay. Donc, comment te dire que j'ai peut-être un côté un peu, je sais pas si tu connais, mais TDAH, hyperactif. Et c'est vrai que c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un trait typique des TDAH. En fait. Ok. C'est qu'en fait, tu te lasses, c'est ça? C'est pas que tu te lasses, c'est que t'as envie de toucher à tout. T'as tellement envie de toucher à tout, t'as une espèce de FOMO de pas rater un truc. C'est une peur en fait. C'est une forme de peur. En fait, t'as 100 ans à vivre, t'en as pas 1000. Donc du coup, et puis en bonne santé, tu sais pas. Donc t'as tellement envie de toucher à tout que tu te dis, bon, là j'ai fait ça, maintenant je veux tenter autre chose, je veux tenter ci, je veux tenter ça. Mais après, cet algo de trading, je le fais à mon compte perso aussi, à l'heure actuelle. Ok, d'accord, ça continue ça. Mais si tu veux, à un moment, t'arrives à un moment où tu te dis, bon, je veux faire de la finance de marché, cet algo c'est bien, mais je suis quand même on my own depuis 1 an et demi, j'ai pas fait de stage en finance, je sais pas comment ça se passe dans une vraie salle de marché. En banque, est-ce que j'ai pas envie de prendre aussi une sécurité? Quand même créer un algo où tu mets tes propres fonds, c'est super risqué. T'as vu la chute de FTX il y a 1 an et demi là. À tout moment,
toutes tes économies peuvent pas. Enfin, on est quand même sur de la crypto, quoi. C'est pas les stocks, c'est pas de l'obligataire. Donc, même si tu fais ça avec des stocks, ça reste quand même risqué. Tu peux pas make a living avec ça. Là, sur ce projet, je suis d'accord. Après, voilà, je pense qu'on a le même constat, mais sur l'appli de rencontre, elle commençait à marcher. Pareil. Ça s'est arrêté. Ouais, mais... Sur l'appli de mais qui te back? Qui te back financièrement? C'est-à-dire, à un moment... Mais l'entrepreneur, il n'est pas backé financièrement. C'est ça le truc où... Enfin, il n'y a aucune prétention dans ce que je te dis, c'est un échange, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la beauté de ce que tu fais toi, c'est que tu n'as rien à perdre, en fait. Tu es sur ton ordi, comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas d'usine, tu n'as pas de stock, tu n'as pas tout ça. Très bonne remarque. Tu perds que du temps. Mais c'est ça. Mais sauf que le temps, c'est la plus belle ressource. Ouais. Et comment te dire que, en fait, à côté de ça, t'as des mecs qui te disent bon bah frérot, toi c'est cool ton truc là, mais moi à l'heure actuelle ça fait 2 ans que j'ai fait 4 stages, voilà alors lui ok il a pas fait d'entreprise, il a pas tenté des projets etc, mais au moins il a 4 stages, donc il peut rentrer déjà en trader ou en je ne sais quelle position en front office etc. En fait à force de faire des projets t'as ce dilemme de fou où tu te dis bon, maintenant, c'est bien les projets, mais c'est quand que tu commences... Enfin, est-ce que tu n'as pas envie d'être backé? Moi, je me souviens, franchement, honnêtement, d'un conseil que m'avait donné la directrice adjointe de l'EM avec qui j'avais eu un rendez-vous. Elle était prof à HEC, elle m'a dit, franchement, un conseil que je te donne pour ta vie, fais tous tes projets entrepreneuriaux que tu veux. Genre, vraiment, c'est hyper important, mais lâche jamais ton travail. Et je pense que ça m'a marqué parce qu'à l'époque, ça me parlait, en fait. Ça me parlait parce que j'étais dans cette... honnêtement, financièrement, il y avait un souci perso, quoi. Et puis, je me disais, bon, comment est-ce que enfin, c'est bien ces projets, mais à côté, j'avais trop de gens qui me disaient, bon... Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, ce que parfois les gens sous-estiment, c'est que tu as une côté, entre guillemets, même si c'est positif, mais pression familiale, de fait de dire à tes parents... En fait, ça les rassure quand tu dis, bah voilà, je suis chez Cassib, je suis tranquille, j'ai mes semaines de congés payées, tout ça. En fait, il y a un côté rassurant. Versus, mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il trade du bitcoin, j'ai rien compris à ce qu'il fait. Effectivement, il y a un côté rassurant. Mais ce côté rassurant versus entrepreneur ne t'empêche pas de continuer un projet à plus longtemps et du coup de lui donner la chance de rencontrer son marché. Donc là aujourd'hui toi tu es dans un mood plus posé, enfin t'as un job quoi. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Enfin, est-ce que tu veux continuer à entreprendre sur le côté? Bien sûr, est-ce que que je fais. Tu es toujours un entrepreneur? Évidemment, quand je rentre chez moi, je suis sur mes projets. Comme je te dis, l'algo que j'ai monté tout à l'heure, je le maintiens à l'heure actuelle. J'essaie de choper des nouvelles cryptos à lui rentrer. Là, tu sais, on parlait d'un petit projet qu'on pouvait faire, pourquoi pas tous les deux. Voilà, oui. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai envie de coder. Quand je rentre chez moi, En fait, ton temps libre, c'est le code, quoi. Ouais, j'adore. C'est pas un travail, quasiment. Ah non, c'est pas un travail du tout. Moi, j'adore ça. Mon temps libre, c'est pas rentrer chez moi, regarder une série. Regarder une série, je perds mon time. Moi, j'adore rentrer chez moi et essayer de choper des idées. Mais je vais te dire, en fait, dans la vie, moi en tout cas ma vision c'est j'adore en fait j'adore le travail en fait. J'adore le travail qui te permet d'aller à un point A à un point B. C'est vrai que le point B c'est bizarre mais m'intéresse moins. Ouais, c'est ça, c'est ça. Étrangement. Ouais. Mais en fait, ce qui est passionnant dans le code, je trouve, c'est que j'ai l'impression que tu as un peu un côté manuel. En fait, toi, t'aimes palper le truc, le produit, et en fait, comme si tu voulais transmettre ton produit à quelqu'un d'autre en disant, voilà, commercialise-moi ça, moi mon job est fait, le produit il est nickel, tu peux tester toutes les applis et tout, et je trouve que tu es un peu un amoureux du produit fini et pas de sa vie derrière. Et ça c'est intéressant parce que tu peux très bien trouver un profil complémentaire et ça peut faire des étincelles parce que toi tu fournis la matière première et derrière tu as quelqu'un qui s'occupe de ce que toi t'aimes moins faire. Exactement, et c'est tout l'intérêt de s'associer et c'est ce à quoi je pensais depuis honnêtement longtemps. Je me suis associé donc du coup avec par exemple cette personne, ce trader pour créer mon algo. Mais effectivement, aujourd'hui, si je crée une nouvelle idée, c'est peut-être moins ma fibre, mais je suis peut-être moins bon dans tout ce qui est oral, peut-être vendre. Enfin, dans tout ce qui est vente, je suis peut-être moins bon là-dedans. Bah, trop cool. En tout cas, là, si on prend un tout petit pas de recul et qu'on passe plus dans une partie un peu débrief, même si on n'est pas à la fin de notre vie professionnelle, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous regardent, aux petits jeunes que tu étais là qui codaient dans sa chambre? Est-ce que tu as des petits conseils à donner d'un peu de vieux briscard pour la suite de son parcours? Ouais, bah c'est vrai que je peux me targuer d'avoir presque 30 ans. Mais non, mais je dirais le premier conseil, ça serait de
de pas rentrer en école de commerce en pensant que ça y est, j'ai réussi le concours, c'est terminé, je suis tranquille, tout va tomber du ciel par l'opération du Saint-Esprit. En fait, pas du tout, c'est là que ça commence. Ouais. Donc, je dirais que si vous avez pas tant que ça une fibre entrepreneuriale, que vous êtes plus carriériste, en fait, utilisez tous les stages que vous avez à votre disposition dans les écoles de commerce, parce que moi, je dirais que l'erreur que j'ai fait, c'est au final mettre toutes mes billes sur l'entrepreneuriat et du coup griller peut-être des stages que j'aurais pu faire en finance de marché et du coup n'avoir qu'un seul stage en finance de marché. Là où, après, si vous avez une fibre entrepreneuriale, allez-y, mais en tout cas, ne pensez pas que quand vous rentrez dans les cours, et puis même les notes que vous avez en cours vont être vues. Si vous rentrez dans des grosses boutiques du style, je sais pas, les américaines et compagnie, ils vont voir vos bulletins en fait. Ils vous le demandent, votre GPA, etc. Donc c'est pas des notes en l'air. C'est vrai que moi, je pensais en rentrant à l'EM, bon, il y avait des matières, honnêtement. Je m'en foutais un peu et puis j'y allais pas. Et, honnêtement, voilà, je me prenais 0, mais c'est bête en fait. C'est bête parce que à la fin, quand t'envoies tes candidatures, ils te demandent ton GPA, ton GPA il est flingué parce que t'as eu 0, 0, 0 dans telle ou telle matière où tu t'en foutais. Mais c'est dommage. Ouais, donc en gros, de pas voir l'école de commerce comme une fin, mais plutôt comme un début de quelque chose. Ouais, mais je veux dire même pour les cours. Parce que moi, l'école de commerce, je la voyais surtout pour rencontrer des gens, me faire un réseau, etc. Mais en réalité, il faut aussi se concentrer sur les cours. Ouais. Parce que, en tout cas pour les personnes carriéristes, pour les personnes qui veulent vraiment monter une carrière en finance de marché, surtout, attention aux cours. Ouais. Soyez bons en cours, genre butez-vous pour avoir les meilleures notes, quoi. Parce que c'est là que vous allez, même vous allez apprendre techniquement sur les produits financiers, etc. Même dans les entretiens, vous allez exceller. Ouais. Bah écoute, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a fait un tour pas mal, sauf si tu me dis qu'on a oublié un sujet dans notre discussion. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment ton côté touche à tout. Ton côté passionné par le produit, le fait que tu baignes dans le code depuis que tu es tout petit, et je trouve que tu as vraiment un profil que je voulais mettre en avant, donc je regrette pas du tout de t'avoir invité parce que j'ai appris des choses, tu as essayé de vulgariser aussi ce qu'on a fait, donc c'est super parce que tu m'as pas isolé sur le plan technique et pour ça je te remercie, mais je trouve que c'est vraiment l'objet de ça, c'est de montrer que l'école de commerce mène à tout. Tu as un profil hyper technique, on reçoit dans ce podcast des gars qui ont des profils beaucoup plus opérationnels, beaucoup moins technique mais beaucoup plus conceptuel et tout, et donc je trouve que j'avais vraiment envie de mettre en avant ton parcours et ta personnalité. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Carrément. Et tous ceux qui nous regardent, je vous dis à bientôt. Merci à tous de votre fidélité et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Salut à tous. Salut.